Bonjour, je suis Maïtri Setaraman. Bienvenue dans notre magazine Real Economy qui nous emmène cette semaine à Vienne, Berlin et Paris. Nous parlerons avec l'économiste en chef de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, notamment concernant les difficultés économiques des particuliers. Nous parlerons des prix de l'énergie en Allemagne et surtout nous verrons si le marché unique européen peut réussir à obtenir une réelle sécurité énergétique tout en contrôlant nos propres ressources. Le froid s'est installé maintenant et c'est donc l'occasion de se demander si nous comprenons vraiment pourquoi les prix du gaz naturel ont augmenté en Europe l'an dernier. D'un côté, on voit des hausses de prix importantes en Croatie, Lituanie, Portugal ou Espagne. D'un autre côté, les prix ont aussi baissé dans des pays comme la Slovénie ou la Hongrie. Pourquoi une telle différence? Comment sont établies ces factures? Quand vous regardez votre facture d'énergie, vous savez qui vous devez payer et quand, mais voici comment faire baisser la facture. L'élément essentiel est ce que payent les sociétés d'énergie pour votre gaz ou votre électricité, c'est-à-dire ce qu'il en coûte pour produire ou acheter du gaz ou construire et exploiter des unités génératrices d'électricité. Ceux-ci peuvent être achetés sur le marché de gros ou issus d'un générateur. Parfois, votre fournisseur peut lui-même faire partie de ce générateur. Ensuite, il y a des prix de détail, de la vente d'énergie aux consommateurs finaux, vous, de la vente à la facturation, en passant par le personnel et les assurances. Ensuite, les coûts de transport, c'est quand la société vous facture les coûts de distribution du gaz ou les coûts du réseau haute tension. Il faut aussi compter les coûts de distribution, de construction, d'entretien des tuyaux ou des réseaux. Il y a ensuite les impôts qui changent selon l'endroit où vous vivez. Des impôts comme la TVA aux taxes non récupérables, tout va au final pour le fisc. Nous savons que les prix de l'électricité ont constamment augmenté à travers l'Europe, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Dans de nombreux pays, en particulier ceux qui essaient de gagner leur indépendance énergétique, les impôts constituent une grande partie de la facture. Si vous êtes une famille en Allemagne, au Danemark ou au Portugal, votre facture est celle qui contient le plus d'impôts en Europe. Si vous êtes une entreprise en Allemagne ou en Italie, vous avez encore plus d'impôts. L'Allemagne, parlons-en. Émilie Roffet s'est rendue à Berlin, considérée par beaucoup comme la ville la plus chère pour l'électricité, pour voir comment les portefeuilles et les budgets des habitants peuvent résister. Les bougies aident Christine à se détendre, mais elle s'en sert aussi pour réduire sa facture d'électricité. Cette berlinoise en a assez de payer pour la transition énergétique allemande. Je paye 50 € par mois. Je vis seule dans un appartement de 55 mètres carrés. Ce n'est pas que je ne veux pas payer, je travaille, mais je suis en colère. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer autant, cela augmente chaque année. C'est pour ça que je change d'opérateur tous les ans. Christine peut choisir entre plus d'une centaine de fournisseurs, économisant jusqu'à 20 € sur sa facture, mais la plupart des gens ne sont pas au courant. Les fournisseurs n'en parlent jamais. Cela laisse les particuliers seuls avec les associations de l'énergie mises en place pour les aider. Nous avons remarqué que les ménages les plus pauvres ne parviennent pas à payer leurs factures d'électricité. Au début, il n'y avait que 4 quartiers concernés à Berlin. Maintenant, nous aidons les gens dans toute la ville. L'Allemagne a l'électricité la plus chère d'Europe, près de 30 centimes le kilowattheure contre une moyenne européenne à 20 centimes. Les autres grandes économies de l'Union comme la France ou le Royaume-Uni ont la moitié de la facture allemande. La décision de l'Allemagne de passer au vert signifie que les consommateurs payent la note. Au cours des dernières années, il y a eu une nouvelle augmentation des prix en raison du déploiement des énergies renouvelables en Allemagne, d'environ 15 à 20%. La principale partie du coût était liée à cette utilisation des nouvelles technologies quand elles étaient encore très chères. Maintenant, le photovoltaïque n'est plus cher du tout, donc nous nous attendons à ce que les coûts diminuent à l'avenir. Aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent 30% de la production totale d'électricité en Allemagne, mais le reste de la production est assuré par des carburants classiques. Pour compenser la sortie du nucléaire et le prix du gaz très élevé, l'Allemagne est obligée de repiocher dans ses réserves de charbon et de refaire tourner des usines comme celle qui se trouve derrière moi. 45% de l'électricité allemande provient de ces usines actuellement dans le pays. Le problème, c'est que le charbon, c'est tout sauf écologique. Nous accueillons maintenant Fatih Birol, économiste en chef de l'Agence internationale de l'énergie. Il est considéré comme l'autorité mondiale sur tout ce qui touche à l'énergie.
Les subventions vertes étaient censées faire baisser les prix de l'énergie renouvelable à parité avec l'énergie conventionnelle. Mais cela ne s'est pas produit. Sommes-nous sur la bonne voie en matière de politique énergétique en Europe ? Quand nous essayons de pousser les carburants verts, cela provoque l'augmentation des prix de l'énergie. Mais si nous utilisons les sources d'énergie bon marché comme le charbon, cela provoque un problème pour le changement climatique. Donc, l'essentiel est de trouver la meilleure solution. Et le gouvernement allemand, comme beaucoup d'autres gouvernements, travaille actuellement à réduire les subventions de certains projets d'énergie verte qui ne seront peut-être jamais rentables, et je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a un problème quand une personne vient et dit « je préfère le charbon au gaz » Va-t-il à l'encontre des objectifs européens ? Il est certain que la part du charbon dans la production d'électricité européenne va diminuer. Même si vous avez de l'éolien ou du solaire dans votre pays, il y a un problème. La plus forte demande d'électricité en Europe est le soir, en février, quand vous n'avez ni soleil ni vent. Donc, nous devons également avoir du gaz naturel en tant que technologie d'appoint. Nous avons besoin d'une composition. Cela inclut-il aussi le nucléaire qui est propre et pas cher ? Ce que nous voyons, c'est que le nucléaire sera construit de plus en plus en dehors de l'Europe. Dans le monde, la moitié des nouvelles centrales sont construites en Chine. Pourquoi de nombreux pays s'y intéressent-ils? Parce que, comme vous l'avez dit, le nucléaire fournit de l'électricité à un prix très abordable et sans interruption. Mais nous avons deux problèmes majeurs. Le premier, l'intérêt du public, l'acceptation du public, en particulier en Europe. Le deuxième problème, c'est que les centrales nucléaires nécessitent des investissements énormes au début. Et dans un marché libéralisé comme en Europe, il est très difficile, en l'absence du soutien du gouvernement, de trouver cet argent. Il y a bien sûr des pays d'Europe qui veulent utiliser l'énergie nucléaire, comme le Royaume-Uni ou la Pologne, mais ces pays collaborent avec le secteur privé, guidé par les gouvernements. Lorsque les prix de l'énergie augmentent, ils réduisent notre pouvoir d'achat. Ils augmentent également le prix des biens et services gourmands en énergie dans nos pays. Et cela ralentit la demande et donc l'économie globale. Mais à Vienne, par exemple, des projets comme celui derrière moi pourraient tout changer. Ici, les déchets sont transformés en énergie avec l'objectif à long terme de stabiliser les prix. Un reportage de Giovanni Maggi. Quelle est la relation entre ce monticule de déchets agricoles issus des écuries de chevaux et cette station-service? Il est simple, le carburant fourni par la pompe a été réalisé avec ces déchets. Nous sommes dans la banlieue de Vienne, dans la plus grande usine de production de biogaz en Autriche. En Autriche, 300 installations de biogaz produisent 550 gigawattheures d'électricité, soit l'équivalent des besoins de 16 000 foyers. Le plus grand potentiel se trouve dans la production de biométhane. Ceci est un exemple de la façon dont une communauté peut travailler vers l'indépendance énergétique. Cette installation non seulement brûle les biogaz produits, mais en plus elle alimente le réseau public en électricité. Elle produit aussi du biométhane, une forme plus raffinée de biogaz, et le distribue à travers la station d'essence pour faire le plein des véhicules. Enfin, les résidus de production sont utilisés comme engrais pour les cultures agricoles, une solution complète en période d'incertitude sur l'approvisionnement en énergie. Dans notre communauté, nous sommes indépendants de toute livraison, livraison de gaz, livraison d'électricité, etc. Nous avons notre propre station essence. Donc si un jour M. Poutine coupe la livraison de gaz dans Margarethen, la lumière fonctionnera toujours et les appareils de chauffage ne seront pas arrêtés. La société privée qui gère cette installation met actuellement en œuvre des programmes similaires dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni. Je pense que dans les pays où il y a beaucoup d'agriculture, il y a un grand avenir et un grand potentiel pour le biogaz et le biométhane qui ont la même structure chimique que le gaz naturel. Les États membres de l'Union européenne se sont engagés à consacrer des ressources pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone, limitant le changement climatique et en même temps pour plus de sécurité énergétique. Nous avons des propositions de nos États membres pour dépenser près de 40 milliards d'euros en économie d'énergie et en production d'énergie renouvelable. Je crois que cela indique clairement que les dirigeants européens ont compris que nous avons besoin de plus d'indépendance.
Fatih Birol est toujours avec nous. Nous allons parler de la sécurité énergétique et des énergies vertes. Est-ce que nous devons commencer à nous faire livrer du gaz dans des citernes par bateau, comme l'a fait la Lituanie, ou devons-nous traiter avec les Russes? Les énergies renouvelables telles que le vent, l'énergie solaire ou les biocarburants sont des instruments très importants pour améliorer la sécurité énergétique. Mais nous ne pouvons pas seulement compter sur eux. Nous avons toujours besoin, par exemple, du gaz naturel. Pour ce qui est du gaz naturel, la Russie est et restera une pierre angulaire du système européen de l'énergie pour de nombreuses années à venir. Pensez-vous que le consommateur européen peut s'attendre à une baisse des prix du gaz? Cela dépendra des gouvernements européens et des entreprises européennes. De plus en plus de gaz naturel liquéfié arrive sur le marché d'Afrique, d'Australie, du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord, des États-Unis ou du Canada. Les gouvernements européens sont donc beaucoup plus libres et forts maintenant. Si les gouvernements européens se réunissent et s'ils ont une bonne négociation, une bonne discussion avec leurs partenaires russes, alors ils pourraient faire baisser les prix. Que pourrait-on faire différemment concernant les politiques énergétiques européennes, c'est-à-dire comment connecter l'Europe elle-même? L'intégration du marché européen de l'énergie, pour moi, c'est la décision la plus cruciale que les pays européens peuvent prendre. Laissez-moi vous donner un exemple. Aujourd'hui, en Espagne, nous avons beaucoup de centrales électriques au gaz qui sont inactives. Si nous établissons un système d'interconnexion électrique en Europe, elle pourrait très bien être utilisée jusqu'en Pologne. Ce serait une bonne nouvelle pour l'Espagne, qui ferait marcher ses usines, lui faisant rapporter de l'argent. Et ce serait bon pour la Pologne, car au lieu de faire brûler du charbon, ils utiliseraient l'électricité espagnole à un prix abordable. L'intégration des réseaux rendra le marché européen beaucoup plus fort, en plus de ramener le coût de l'énergie vers le bas.